cérémonie des Jeux Olympiques hier. Malheureusement, on n'a pas eu le skate parce qu'il pleuvait à Paris. Bon, il pleut tout le temps à Paris, c'est ça le problème. Mais bon, demain, il y a la compétition filles et puis je crois que la compétition hommes est remise à lundi. Donc, c'est pas grave, on va quand même participer. Donc, on est là, comme tous les samedis, entre 18h et 19h pour parler du skate des années 70, des années 80, des années 90. Bon, le skate en général, quoi. Et puis, on a toujours des invités exceptionnels. Et c'est pour ça que je vais demander à tout le monde de nous aider. Si vous êtes là, si vous êtes présent, si vous habitez en France ou au Québec ou dans un des nombreux pays qui parlent français dans le monde entier, notamment en Afrique ou ailleurs, vous pouvez nous passer un petit bonjour. Et si vous faites du skate aussi, vous pouvez nous passer un petit bonjour. Et puis, vous allez voir qui va être notre invité aujourd'hui, parce qu'on vous laisse la surprise. Mais vous pouvez nous poser des questions et vous pouvez poser des questions à l'invité. Tout ça, c'est important. Donc aujourd'hui, on est comme d'habitude avec Thierry. Bonjour Bonsoir à Thierry. tous. Alors, tu t'es remis de ces Oh, émotions d'hier ou pas? oui, bah oui, trempé jusqu'aux os. Hein, bon, ça, forcément, évidemment, on peut pas, comment dire, choisir la météo. C'est dommage, mais ça a quand même eu le mérite d'être puissant, démesuré, et c'est assez extraordinaire. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un bon début pour et prometteur pour ces jeux. Et moi, je me dis vivement demain pour aller à la place de la Concorde voir nos amis skater et retrouver les anciens. Oui, donc cette émission là que nous faisons, là, nous en sommes à la 13e ce soir, ça, comme le temps passe. Hein, je vois quand même que il y a quand même du monde qui nous écoute, qui nous rejoignent. On va dire, il y a les invétérés, les habitués, bien évidemment. Mais ce qui serait bien, c'est de passer le mot aux plus jeunes pour qu'ils puissent aussi découvrir le skateboard, l'histoire du skateboard qui leur est chère. Voilà, qu'ils apprennent, ils découvrent des choses, des anecdotes et qu'ils écoutent des interviews d'invités comme ça qui ont des histoires incroyables à leur raconter. Et justement, là, ce soir, nous avons un invité qui est aussi skater, surfeur, et qui a un parcours assez fou. Hein. C'est un artiste, on va dire au sens large, puisque je vais vous présenter Gilles Lebon de la Pointe. Voilà. Bonsoir Gilles, Bonjour, comment ça va? Super. super, Bonsoir super Gilles. bien. Bonsoir. Alors Gilles, tu es du Sud-Ouest a priori, donc Oui, tu as découvert aussi le skateboard dans cette phase-là, côté Sud-Ouest, Pays Basque, côte landaise. c'est ça. Quelle a été la première fois où tu as vu un skateboard et qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Comment ça s'est passé pour toi? Alors j'avais 13 ans, je m'en souviens très bien. J'étais devant la télé en plein après-midi. Je faisais pas grand-chose. J'essayais de regarder un peu la télé, mais bon, enfin, bref, j'avais pas trop la tête à quoi que ce soit. Et puis tout d'un coup, je tombe sur un documentaire de 5 minutes sur le skateboard en Californie. C'est dans un skatepark, ça doit être un des premiers skateparks californiens, ça devait être le skatepark de Carlsbad, avec des bosses en béton. Et voilà, on voit des skateurs, des skateuses avec casque, genouillère, coudière, faire des mouvements de surf. Parce que moi, c'est tout de suite ça qui m'a flashé, si vous voulez. Enfin, les deux choses importantes qui m'ont flashé, c'est que j'ai trouvé ça très esthétique. En tant qu'artiste, c'est normal que je vous le dise. J'ai trouvé très esthétique leur tenue et leur manière de faire, très innovant, très original. Et en même temps, je me suis aperçu que les mouvements qu'ils faisaient, les kick turns et tout ça, ça ressemblait à des rollers en surf. Et, et je connaissais, à l'époque, je connaissais pas du tout le skate, mais je connaissais un petit peu le surf. Voilà. Et c'est ça voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Et genre, voilà, j'ai été voir mon petit cochon rose, j'ai commencé à casser la tirelire, et j'ai vu que j'avais assez d'argent pour m'acheter un petit skate dans un magasin de jouets, parce qu'à l'époque, à Bordeaux, il n'y avait pas encore de, si vous voulez, de skate shop ou de choses comme ça. Donc voilà, j'ai acheté mon premier skate 2 jours après. C'était un skate anglais qui s'appelait le Scuda. Voilà. Oui, très bien. Oui. Le skate en plastique tout plat. Bon, les trucs, c'est les roues, ça allait. Hein, c'était déjà de l'uréthane. Mais par contre, la planche, bon, bah, elle était très simple, on va dire.
Mais Mais Gilles, voilà, toi, dès le départ, toi, ton truc, c'était pas le plat, mais c'était plutôt les banks, c'est ça? voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai été tout de suite fasciné et tout de suite influencé par l'idée de, à travers le skateboard, d'exprimer des choses qu'on pouvait exprimer normalement en surf, c'est-à-dire une vague. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Et D'accord. je Et là, trouve que Alors, l'idée. explique-nous la photo là, parce que oui, là, on c'est quoi comprend pas là? de. C'est toi là? Alors ça, c'est une invention, ça. Alors ça, et c'est normal, vous savez, avec le skate, on est obligé de devenir inventeur, Oui, surtout créatif. en 76-77, hein, c'est normal ça. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est que je suis en train de faire un kick turn, enfin pas encore rentré, un kick turn sur une porte. Et derrière la plateforme, la plateforme, c'est la table de jardin. Donc là, je suis dans le jardin de la maison dans laquelle j'habite et j'ai envie absolument de, si vous voulez, de faire du banks. Je veux pas commencer par le plat, je veux pas commencer par le free, le slalom. Ça veut pas dire que j'aime pas ça, mais je trouve ça déjà très compliqué à faire. Et je me dis, D'accord. ça c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est C'est comme ça ça, que ouais. j'ai. Le turn, Alors, monter, la C'est ça, sensation un peu qu'on retrouve dans une vague. Mais ce qu'il c'est faut ça. préciser, c'est qu'à cette époque-là, au tout début des skateparks, on était encore dans l'esprit surf, roll surf, dans l'Uretat Absolument, vient d'arriver, bien évidemment. Mais quand on voit les absolument. premiers parcs, c'était des successions de boss, il n'y avait pas encore de vert, c'était pas encore technique comme ça l'est aujourd'hui, hein. Complètement, complètement. alors moi, tu vois, cette photo, ça me fait penser, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, à la démonstration qu'on avait fait à Loisir 44 à Nantes, Oh là et là. où Thierry, c'était du plat, je crois même qu'il y a de la moquette, enfin, c'était assez terrible, quoi. Et Thierry a trouvé une planche en bois qu'il a mis contre un pilier, et c'est le même genre Ouais, de d'accord, créativité que toi, quoi. Donc, nous, d'accord. on se connaissait pas à l'époque, mais on avait tous les mêmes idées, quoi. C'est Alors, ça, ça, une En bonne fait, idée, l'apesanteur. qu'est-ce qui t'est arrivé avec cette porte-là? Elle a été détruite ou pas, justement, non, non? mais alors justement, c'est ce que je voulais vous dire. C'est l'anecdote, c'est que je faisais ça tous les jours, d'accord? Enfin, quasiment tous les jours. J'allais même plus à l'école. Enfin Oh, ta bon, mère, c'était elle devait être vraiment contente. le skate. Oui, le skate dans ma tête, c'était vraiment devenu une obligation. Et j'essayais de m'entraîner le plus possible. Et en fait, au fur et à mesure de ma progression, si vous voulez, au bout de 2-3 jours, la planche, la porte, ben, elle avait des traces de roulement, enfin des roues du skateboard, parce que je suis dehors, vous voyez. Et donc, il y a des traces sur des portes qui sont blanches. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans la maison, il y avait à peu près une quinzaine de portes. Donc, au bout de 3 jours, je changeais de porte. Vous voyez ce que je veux dire? Et Oui, je oui, mettais une oui, autre porte. oui, oui. Ah, ça, Et je c'est peux de vous dire, l'art, ça. oui, C'est non, mais vraiment. ce que je peux vous dire qu'à la 15e porte, c'est bon, j'avais le niveau, quoi. Par contre, toutes les portes, elles étaient dégueulasses. Alors, D'accord. ça, c'est pour commencer. Ensuite, toi, t'habitais à côté de Bordeaux. Tu n'habitais pas à Bordeaux. Donc, il y a eu un endroit que tu as connu, ça s'appelait Mériadec, c'est ça? Tu peux nous C'est raconter? ça, ouais. Ah, vas-y, C'est raconte. l'équivalent, Mériadec pour les Bordelais, c'est l'équivalent du Trocadéro pour vous, à Paris. Parce que c'est l'endroit où tous les skateurs se rejoignent. Ouais, c'est le spot. Euh, oui, parce que c'est l'endroit où il y a beaucoup d'espace libre, où il y a pas d'interdiction à quoi que ce soit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très contrôlé. Il n'y a pas des gens qui vous interdisent de faire du skate ou autre chose. Enfin bref, c'est un endroit et c'est un endroit en plus où il n'y a pas beaucoup de monde, même si c'est public. C'est un endroit où il y a peut-être 2-3 boîtes d'assurance, vous voyez, mais il n'y a pas beaucoup Et de la MAF? gens qui viennent sur place. Et ce qui s'est passé, c'est que, voilà, si vous voulez, je voulais avoir un certain niveau avant de rencontrer d'autres skateurs, si vous voulez. C'est normal que j'ai passé 6 mois chez moi à essayer de m'entraîner avant. Et après, donc, je suis arrivé là-bas. Ça, Et c'est très vite, Mériadec, la photo? oui, voilà, c'est ça. Et alors là, très vite, bon, les gens m'ont regardé un peu bizarrement. Alors, ils faisaient tous du free et du slalom. En Il y a un plus, banc, ils avaient un ça. bon, ouais, mais justement, eux, ils étaient sur le plat et ils avaient un bon niveau. Ils avaient déjà un bon niveau. Il y avait des skateurs qui faisaient du free depuis déjà 2-3 ans. Vous voyez? Ouais. Donc, ils avaient déjà un bon niveau. Et puis voilà, après, moi, bon, ben, ils me regardent un moment. Alors, tu fais quoi? Oh, ben, moi, je sais pas. Moi, j'arrive, je débute. Et puis, je préfère faire du banks.
Attendez, je viens avec des portes. Alors ils me regardent et ils me disent, mais c'est quoi les banks? Alors je leur explique, je leur ai dit, voilà, c'est des murs sur lesquels vous pouvez, entre guillemets, recréer des mouvements de surf. Et je regarde, au moment où je leur parle, je regarde, parce qu'on est au premier étage, c'est une terrasse, vous voyez, et en bas, je vois qu'il y a des chantiers en face, parce que si vous voulez, c'est un quartier de Bordeaux qui a été totalement rénové. Donc on était dans un endroit neuf, qui venait d'être fait, et autour de nous, on était entouré de chantiers, parce que ils finissaient de démolir l'ancien quartier et commençaient à travailler sur les nouveaux bâtiments qu'ils allaient créer. Du coup, ils avaient besoin de cacher les travaux et du coup, ils mettaient des planches de 2 mètres de haut minimum voilà. sur 3-4 mètres de long. Voilà large. Et voilà. Et là, j'ai vu ça. Là, ta planche, elle est sur un parpaing. Là, ça bougeait pas quand tu arrives. Non, mais justement, je t'explique. C'est-à-dire que ce que j'ai fait, c'est que je suis descendu avec un ou deux gars, parce que bon, c'est pas facile à prendre une planche toute seule. Ouais. Et on a pris une planche, on l'a même cassée en deux, je crois, et on l'a récupérée. La planche que vous voyez, c'est une planche de chantier, une planche, si vous voulez, d'abri pour qu'on voit pas le chantier. Et donc on a monté la planche, et il y avait des espèces de parpaings au bord de la terrasse. Et donc, on a posé le truc, enfin l'espèce de planche. Et évidemment, quand on a commencé à skater dessus, ça basculait quand vous passiez le barrette du milieu. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis une brique. Parce qu'il y avait deux, trois. Dans le chantier, vous aviez plein de matos, vous voyez ce que je veux dire? On a tous fait ça. Voilà. Et donc voilà, c'est simplement pour bloquer la planche. Et après, il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, hein, de toute façon. Le besoin de s'affranchir du plat, quoi. Voilà. Mais tout le monde se plaint que pendant très longtemps, on n'a pas eu de skatepark et tout. Mais bon, il faut être créatif, quoi, tu vois. On le fabriquait. C'est ça pour moi le street, ça a commencé là. Alors, parle-moi un truc qui s'appelle Union Saint-Bruno. C'est un club, c'est quoi Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les meilleurs entre guillemets skateurs de Mériadec, ils avaient créé donc une section skate à un club sportif qui est à Bordeaux. Comme d'autres clubs sportifs, mais c'est un club sportif qui propose plusieurs sports. Hein. Attention, il n'y avait pas que du skateboard, il y avait du foot, du basket, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Et donc, ils venaient juste de créer ce club pour le skateboard. Et quand ils m'ont vu, rouler de cette manière-là sur des banks, ils m'ont tout de suite dit, OK, tu viens avec nous. On va t'inscrire au club, c'est bon, tu vas faire partie du club, on va faire des démos, on va construire un Banks et tu vas pouvoir faire des démonstrations de Banks devant les gens et ça sera génial, voilà. Et ça s'est très bien passé. On est parti en démo tous les week-ends dans la campagne autour de Bordeaux et c'était super. Voilà. C'est vrai que s'affranchir du plat, ça fédère et puis déjà d'une part, et puis ça attire du monde, hein, parce que rien que le bruit déjà, et puis voir un mec qui s'envoie en l'air, ça change la route sur les trottoirs, quoi. Non, mais t'as raison, Thierry. D'ailleurs, tu le sais très bien, parce que rappelle-toi ce qui s'est passé pour toi dans la tête et les jambes, quand on t'a imposé les deux banques. Malheureusement, mais bon, oui. Oui, mais tu sais pourquoi. Le côté spectaculaire. Voilà. C'est ça. Voilà. L'audimat, voilà. Et puis quand on avait des remparts humains parce qu'on faisait les cons là-dessus, c'est sûr que ça marche à tous les coups. Voilà, exactement. Et là, alors, Gilles, parle-nous des magasins qu'il y avait à Bordeaux à l'époque. Je crois qu'il n'y avait qu'un seul magasin qui vendait des planches Gordon & Smith, c'est ça? Alors oui, il y a eu plusieurs tentatives en dehors des magasins de jouets. Parce que au départ, ça restait que les magasins de jouets qui pouvaient vous proposer du matos. Mais en général, c'était pas du bon matos. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du matos américain du tout. Hein. Oui, du grand public, quoi. Oui. Voilà. Et donc est arrivé deux magasins d'un seul coup. Un qui était plutôt, enfin non, les deux d'ailleurs, c'était des surf shops. Parce qu'il faut savoir que comme d'habitude, hein, le skateboard est arrivé à Bordeaux grâce au surf. Comme à Biarritz, c'est arrivé grâce au surf. C'est-à-dire que c'est par l'influence et l'impulsion des surfeurs que
le skateboard est arrivé. Donc, c'est la même chose à Bordeaux. Il y a eu donc 2 magasins qui se sont ouverts. Un qui était, donc, je ne me rappelle pas le nom, qui était Cour d'Albret, et un autre qui était boulevard Antoine Gauthier, qui s'appelait Atlantic Surf Shop. Et ces 2 magasins avaient la même configuration. Je dirais 90%, c'était que du matos de surf, que ce soit des planches ou des combis. Et il y avait 10%, c'était du skateboard. Mais bon, c'était des planches, au départ, c'était des planches montées. Et puis, vous pouviez acheter des trucks séparés ou des roues séparées. Et puis, petit à petit, ils se sont améliorés. Au début, c'était du matériel qui venait d'Angleterre. Et petit à petit, ils ont commencé à importer des marques américaines. D'accord, Donc, d'accord. Oui. Salut Jean-Pierre, salut Renaud. Oui, en fait, Voilà. effectivement, le matériel américain en pièces détachées, bon, c'est quand même assez cher hein, quand on voit les jeux de Ah oui. rôle, voilà, monter soi-même. Et puis quel choix, c'était compliqué, mais il y avait aussi pas mal de planches toutes faites, toutes prêtes, voilà, qui étaient aussi un assemblage standard fabriqué Exactement. pour la vente intermédiaire, on va dire, et non plus de la grande distribution. Voilà. Ben, je suppose, je veux dire, j'ai jamais eu de magasin de skate ou de surf, mais je suppose que quand on est dans cette situation d'être propriétaire de ce genre de magasin où on vend des produits un peu originaux comme le skateboard, on a intérêt à le mettre en avant parce que sinon ça reste en stock dans le magasin. Donc ça veut dire qu'à mon niveau, à mon avis, pardon, je pense que les propriétaires, quand il y avait personne comme client, ben ils devaient s'amuser à monter eux-mêmes les skateboards. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Pour promotionner, vous voyez? Alors, toi, tu étais aussi un grand surfeur. Donc, en tant que surfeur, tu as également lancé une marque de planches de surf, c'est ça? Oui, alors en fait, au départ, excuse-moi, je reviens à l'image qu'il y a que tu as laissée. Oui. C'est la photo qui est parue dans Sud-Ouest, qui était donc le quotidien. Ah oui, raconte-nous cette anecdote. Ah, ça, c'est super. Vas-y, raconte ça. Donc avec ton école et tout. Là, c'est pendant la foire exposition de Bordeaux. Et la fédération, à l'époque, c'était la Fédération française de surf et skate, avait donc pris un grand stand et ils avaient trouvé un fournisseur de banks. Et donc, on avait, je sais pas, on avait un terrain qui devait faire au moins 60 mètres de long. C'est peut-être un peu trop, ça. On dira 40 mètres. Et de chaque côté, si vous voulez, de bout en bout, il y a des grands banks. Ce qui fait que, bon, c'est pas une rampe, mais si vous voulez, vous pouvez aller vraiment d'une rampe, enfin, d'un banks à l'autre. Oui, d'accord. Et vous voyez la photo, vous voyez le monde qu'il y a. Je veux dire, ça fait découvrir le skateboard aux gens, c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que c'est avec cet article-là que tu as eu des problèmes à l'école, c'est ça? Eh oui. Alors, vas-y, raconte, parce que ça, c'est génial. Alors, oui, c'est génial, parce que le problème, c'est que c'était en première couve de Sud-Ouest. Ouais. Et le lendemain matin, j'arrive à l'école, comme d'habitude, j'étais en 3e dans le collège Grand Lebrun. Et là, à 10h du matin, il y a un pion qui m'appelle, qui me dit le directeur veut vous voir. Ok. Toujours une bonne nouvelle. Non, mais moi, je ne savais même pas. Si vous voulez, je ne me rendais même pas compte. J'étais dans mon nuage. Enfin, j'étais toujours sur mon skate imaginaire, on va dire. J'arrive devant le bureau. Donc, j'ouvre. Enfin, je tape. Il me dit entrer. J'ouvre. Et le directeur est il est assis derrière son bureau. Il me regarde pas. Et il tend la main avec la première de couve de Sud-Ouest. Et il me dit, c'est ça que vous faites au lieu de travailler? Et moi, là, je le regarde et je lui dis oui, et j'en suis fier. Et là, il m'a dit dehors. J'étais viré. Terminé. Voilà. C'est super parce que par la suite. Grâce au skateboard. Oui, c'est vraiment la meilleure chose que tu as faite de toute ta vie, quoi. Parce que par la suite, toute ta vie, c'est pratiquement le skateboard, quoi, tu vois. Mais la presse, c'est redoutable parce que là, j'ai un exemple, permettez-moi de vous couper, avec Jean-Pierre Marquand et sa femme Inano. Ils ont été pris en photo par le journal Paris Match. Et Inano, qui était en arrêt maladie, qui était venu à Paris, quand elle est retournée à Tahiti, le directeur avait reçu le journal et il l'a viré sur le champ, direct. Ouais.
Ouais, je me rappelle. C'est dans ton bouquin, ça. Je sais. Ouais, Ouais, je ouais, me ouais, rappelle. ouais, ouais, c'est Ouais, excellent ça. ouais, c'est Donc tout à vas-y, fait le même continue, genre. Ouais. continue. Alors après, on enchaîne sur quoi, Xavier? T'avais vu quoi? Alors, donc ensuite, donc tu as fait la marque de planche de surf et ensuite tu as créé une marque de t-shirt, c'est ça? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé, en fait, j'avais un copain qui fabriquait les planches, qui Ouais, shapait, après qui glaçait, mais il avait besoin de quelqu'un comme moi pour décorer les planches. ouais. Bon, tu Donc, il étais m'a graphiste, proposé, c'est ça déjà. Tu avais oui, fait les c'est ça, il études de m'a proposé graphiste. de Oui, oui. décorer les planches, tout Ah oui. simplement. Alors attends, on va faire une parenthèse parce que là c'est important. Tu as aussi fait des études de graphisme, quoi. Après, quand tu es parti de l'école, tu as dit qu'est-ce que je vais faire et tout et ça. C'est-à-dire que de 76 à 80, je n'ai fait que du skateboard à partir de l'été 79, j'ai commencé à découvrir le surf. Voilà. Ouais, 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 ouais. Et après ça, j'étais obligé de trouver un travail et comme bon, j'étais plutôt bon dans le dessin, on a découvert avec mon père, on a découvert une école privée qui était à Tours et qui était de 3 ans et c'est une école qui proposait donc tu sortais avec un diplôme de dessinateur graphiste Oui, 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 qui oui. est qui est au départ, là on est en 80, donc c'est pour finir en agence de publicité, si vous voulez, vous voyez, Mhm. en D'accord. agence de communication. Et Donc donc, ça t'a vraiment aidé parce que tout ce que tu as oui, fait le reste dans ta vie, enfin, c'est en partie grâce à ça, quoi, cette école ah oui, de oui, oui, c'est-à-dire d'art que de toute graphique. façon, les 3 ans ont été extraordinaires en termes de mes connaissances, enfin, que j'apprenais en termes de graphisme. J'ai vraiment, enfin, j'ai tout fait, quoi. Je faisais des logos, je faisais du dessin classique au fusain. Enfin, on essayait d'être le plus général possible dans les expressions graphiques possibles. Et voilà, j'ai réussi ces études, ces 3 ans. Et quand Mhm. je suis rentré, autant vous dire, je peux vous dire que pendant 3 ans, j'ai même pas touché à un skateboard. Hein. C'est-à-dire que j'avais complètement arrêté, Ouais. ni un surf parce que voilà, À c'était Tours, études. Ah il oui, n'y a oui, pas beaucoup de voilà, vagues à Tours. non, non plus. Donc bref, je rentre au bout de 3 ans et au bout de 3 ans, bon, je fais un petit stage dans une agence de pub d'un mois et bon, je suis hyper déçu parce que je m'aperçois que on me demande beaucoup et on me paye que dalle et ouais, du coup j'ai un peu les boules parce que pendant 3 ans j'ai été quand même bien conditionné à vivre en agence de pub et je m'aperçois que quand je vais dans l'agence, c'est pas du tout ce que je croyais, si vous voulez. Donc Ouais, j'étais ouais, très ouais, déçu. ouais, ouais. Et donc au lieu de continuer mon stage, j'ai arrêté au bout de 3 semaines. J'ai arrêté, je suis rentré. À ce moment-là, on était en colocation avec 2 autres copains surfeurs. Et voilà, j'arrive, j'ai un peu la tête enfarinée. Enfin, vraiment, j'ai fait la gueule. Et donc, un des gars me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique. Et c'est là qu'il me dit, écoute, ben, je vais t'apprendre une bonne nouvelle. J'ai décidé de créer une marque de surf. C'est moi qui vais faire les planches, qui vais les shaper, les glacer. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un qui dessine sur les planches. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça que j'ai dessiné sur les planches. Et si vous voulez, l'endroit où on était, c'était une zone un peu industrielle. Et le bâtiment qui était juste à côté de nous, mais nous, on le savait pas, ça. Nous, on est arrivés comme ça. Et le Mhm. bâtiment qui était à côté de nous, c'était Tutti Frutti. Les premiers Oh là là Français là à là faire là. du surfwear français. Vous voyez? Ouais. Et du jour au lendemain, les 2 gars de Tutti Frutti sont venus nous voir parce que eux, c'est des surfeurs et parce qu'ils en ont entendu parler qu'on faisait des planches de surf. Donc ils voulaient voir un peu quoi. Ils se présentent, machin, etc. Et ils voient ce qu'on fait, ils voient les dessins et le lendemain, ils viennent me revoir moi et ils me disent, écoute, on a vu ce que tu fais, on est intéressé pour que tu nous fasses une série de dessins pour une nouvelle collection de t-shirts pour la saison prochaine. Donc j'ai commencé, mais vraiment complètement par hasard, j'ai commencé à travailler dans ce qui allait devenir après mon travail, c'est-à-dire Ouais. à devenir entre guillemets, à travailler dans le streetwear, dans le surfwear, dans le vêtement, si vous voulez, de D'accord, skateboard. Voilà. d'accord, Et d'accord. et Le c'est là où skate, tu as créé Gatsby, c'est ça? ouais, c'est-à-dire qu'après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon portfolio, mon carton à dessin, si vous voulez, et je suis parti au CISEL, c'était le salon du sport à Paris,
Ouais, Citizens, Il y avait pas encore de salon spécialisé dans dans la la glisse. glisse. Ouais. Et par contre, si vous voulez, vous aviez déjà une section. Donc là, on est quand même en 84, 83. Non, 84. On est en 84. Et il y avait une section qui était justement pour les sports, entre guillemets, extrêmes, surf ou skate. Et là, vous aviez des tout petits stands de 10 par 10. C'était Quicksilver, Offshore, Maui, enfin toutes les marques de l'époque. Et moi, j'ai été dire bonjour à tout le monde. Et je leur ai dit simplement, écoutez, moi, je suis skateur, surfeur, je suis dessinateur. Donc, si vous avez besoin d'un dessin de quelque chose qui est spécifique à ce que vous voulez distribuer par rapport à votre distributeur qui vous propose des choses par rapport à son pays et sa culture, voilà, je suis là. Donc, à chaque fois, je distribuais mes cartes de visite, si vous voulez, que j'ai fait. Et je suis ressorti au bout de 3 heures. J'avais déjà 4 commandes. Vous voyez Ah, bien, 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 ouais. Donc voilà, tout a commencé comme ça. Voilà. D'accord. Donc, Et et suite donc à ça, oui, donc après ça, oui. j'ai essayé de lancer, enfin oui, j'ai vraiment lancé Gatsby, qui voulait être une marque un peu à l'encontre de la mode de l'époque, qui était à l'époque, si vous vous rappelez, c'était 84, 85, 86, c'était vraiment le fluo Ouais, dans c'était tous les fluo à sens. fond. Ouais, C'était exact. fluo à fond. C'était l'époque où Quicksilver avait sorti sa collection Warpaint, voilà. Oui. Mhm. Donc vous voyez ce que je veux dire, les pinceaux dans tous Ah les oui, sens. oui. Pourquoi pas, mais moi je voyais de mon côté, je regardais les Surfer Magazine, Skateboarder Magazine, et je voyais des pubs de Stussy ou de Ouais, Jimmy ça, Z si. Ouais. qui faisaient des t-shirts ou des sweats ou des chemises que en blanc, en noir ou en gris. Ils faisaient aucune couleur, vous voyez. Donc ils essayaient de donner une valeur un peu fashion, un peu couture. Vous voyez, au lieu de Ouais, rester dans le cirque de toutes les couleurs, vous voyez. ouais. Et comme, Stussy, ils avaient commencé, ils avaient une petite boutique à Soho, à New York. ouais, Et c'était vraiment de la très haute qualité. Enfin, je veux dire, tout le monde, il y avait un monde pas possible là-dedans, dans cette oui, boutique, c'était ouais, incroyable. Et ouais, effectivement, ce que tu disais, c'était complètement à l'encontre de tout ce qui était fluo, qui était la mode, quoi. exactement, Et qui n'était pas exactement. du tout skater, hein. Je veux dire, c'était une mode, Non, mais nous, les non, skateurs, on faisait pas ce ouais, mais truc. C'était plus, plus seulement, friand au snowboard. Au snowboard, il y avait des combinaisons fluo, rose, bleu, jaune. C'était oui, incroyable. Tout le Ouais, monde. oui, le snowboard, le c'était encore snowboard, pire. oui. Ouais, mais Ouais. c'était affolant. C'était la période, quoi. Ouais, effectivement. Ouais. Alors, Voilà, parle-nous des États-Unis. Alors, j'ai vu, je me suis peut-être trompé, mais tu as été sponsorisé par Sims. oui, alors en fait, Oh, waouh. oui, ça c'était en 80, je crois, en 80. Mais ça m'est tombé vraiment sous le nez parce que moi qui rêvais d'avoir des Sims, je pouvais même pas m'en payer parce que c'était trop cher, vous voyez. Ouais. Et du jour au lendemain, j'ai un copain de Biarritz qui m'appelle, qui s'appelle Robert Latour d'Affort, voilà. Et avec un autre copain de Bordeaux, Jean-Marie Kamikaze, il nous propose de faire partie du team Sims français, voilà. Et bon, nous on est là, ah bon, vraiment, enfin on y croit à peine, vous voyez. Et on va à Biarritz avec Jean-Marie, on va à Biarritz et on va chez lui, chez Robert, et Robert nous ouvre un carton plein de planches, de roues, de stickers, de t-shirts même de compétition, Sims, vous voyez, enfin, il y avait tout le Ouais. matos, quoi. Et il nous a juste dit, écoutez, moi j'ai juste appelé, je les ai appelés et je leur ai demandé simplement s'ils pouvaient m'envoyer du matériel. J'étais prêt à le payer. Et bref, ils nous ont dit, mais nous on est intéressés par des étrangers qui pourraient promouvoir notre marque. Et donc, je parle de Sims. Et donc, on vous propose de vous envoyer du matériel. Vous êtes combien? Lui, il a dit, on est Oh 5. là là, le Graal. Ouais, je te promets, c'est ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Et, Hallucinant. et du jour au Il faut lendemain, être au voilà. bon moment, au bon endroit, au bon moment. Ouais, et En donc plus d'être voilà. bon, bien sûr. Et est-ce que ça, c'était Non, en non, lien avec, le sponsoring de Pierre-André avec sa planche Sims ou c'est venu après? ah non, rien à voir. Rien à voir? Rien à voir parce que Pierre-André, c'est pas la génération Après, après ouais. moi, mais un peu après quand même. Hein. D'accord, d'accord. C'est au moins Alors, 5-10 ans après moi, ça. alors là, sur la photo, on voit aussi que tu as une carte de pipeline. Vas-y, raconte-nous comment tu Alors comment ça, t'as ça c'est cette mon carte. premier.
Ben justement, ça c'est mon premier voyage. C'est mon premier voyage en Californie. Ouais. C'était Alors, pour ceux en. qui ne connaissent pas Pipeline, qu'est-ce que c'est Pipeline? Je veux dire que c'est un truc En énorme, fait, quoi. en Mais fait vas-y, raconte. le nom Pipeline, ça vient du fait que c'est un skatepark en béton Ouais, qui est très loin de la mer parce que c'est à 1 heure de la mer. ouais. C'est au fin fond de la vallée de Los Angeles. C'est C'est à côté Upland. de Badland. C'est Upland. Voilà, ça Upland, ouais. s'appelle Upland, Upland. ouais, ouais. Et donc, vous avez des balls, vous avez des différents obstacles, on va dire, et vous avez notamment un énorme pipe. C'est le Ouais. seul, à l'époque, c'était le C'était le seul seul, ouais. skatepark qui proposait un pipe à l'intérieur, inséré à moitié dans le sol, et Ouais. tout en béton, et qui arrivait sur un ball qui était extrêmement bien Profond, incorporé. ouais. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un flow très intéressant. Ils ont vraiment réussi, même pour l'époque, ils ont réussi quand même à bien intégrer le pipe à l'intérieur du flow complet du Ouais. skatepark. C'est vrai qu'on a vu plein nombre de photos de gars qui sortaient à 11h, qui faisaient des Ah ouais, transferts dans le C'est bol. ça, Quoi. c'est C'était ça, c'est incroyable. ça. Hein. Comme Tom Inouye et compagnie. Quoi. Ouais. Alors, Exactement. Et donc, toi, tu y as été pour quand moi, ils l'ont c'était un détruit, rêve. c'est ça? Ah bah oui. Pour moi, c'était un rêve Ah ouais. mais non, mais parce que j'étais bercé par Skateboarder Magazine, si vous voulez. Donc, C'est ça. Upland et Delmar, je les ai Ouais. jamais vus. Enfin, je les avais jamais vus. Mais quand j'y suis arrivé, putain, j'étais là. Oh là là, c'est vachement plus petit que ce que je voyais en photo. Ah d'accord. Ouais, non, Alors, ça, c'est c'est avant que je roule, ça, tu vois. Une alors fois que j'ai toi, roulé, tu je me y dis, étais ah quand ouais, ils ont détruit le skatepark, c'est ça? Ou à peu près à la même époque? c'était entre les deux. C'est-à-dire que ils avaient fermé pendant quelques mois Ouais, avant. Et on est à 1 ou 2 mois du moment où ils vont vraiment détruire le skatepark. terrible. Et donc j'ai eu la chance. C'était Utopia et Ouais, ils ont tout Oasis. détruit. C'était les Ouais, ouais. Marina Del Rey, ils ont du tout monde. détruit. Ah, mais d'un seul coup, ils ont tout détruit, hein, vraiment. Hein. Ouais. Ah ouais. Il s'est monté très vite. Il y a eu vraiment une multiplication de skateparks et du jour au lendemain, pour des raisons fiscales, pour des raisons en rapport avec quand quelqu'un se L'assurance. faisait mal. Ouais, c'est ça, l'assurance. Parce qu'au départ, si vous voulez, pour avoir cette carte, vous voyez, par exemple, cette carte Pipeline, Ouais, ben vous devez remplir un contrat comme quoi, si jamais il vous arrive quelque chose de mal, vous ne devez pas porter plainte contre le skatepark. C'est ça. ouais. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il Effectivement. y en a quelques-uns qui ont commencé à jouer avocat contre avocat et ils ont ruiné des skateparks. Ouais. C'est-à-dire, ils ont réussi à ruiner et du coup, c'est devenu trop compliqué à gérer. Et en plus de ça, le flot des pratiquants était de plus en plus nombreux. La demande était de plus en plus nombreuse. Et puis, vous savez comme moi que, de toute façon, même un skatepark géant, à plus de 20 personnes en train de rouler dedans, ça devient dangereux après. Vous voyez ce que je veux dire? Évidemment. Voilà. Alors, tu as également fait un passage à Barcelone, c'est ça, au skatepark de Barcelone? Oui, alors ça Ah, c'est vas-y, pas raconte. Barcelone. Non, ça, Ça, c'est c'est pas Snug. Barcelone, mais attends, ça, c'est Barcelone, non? Voilà, ça c'est à Arenis Desmar, oui. Ouais. Oui. Aramis Delmar. Vas-y, raconte-nous, parce que ça, c'est pareil, Ah ça bah fait partie des écoutez, moi c'est skateparks simple. mythiques dans le monde entier, quoi. Mais oui, mais c'est simple. Alors ça c'était en 80, donc j'avais pas encore été en Californie, hein. Ah, Donc ok, si vous ok. voulez, c'est la première fois quand je vois ce skatepark, c'est la première fois que je rentre dans un vrai skatepark. Ouais. Parce que tout ce que je connaissais, c'était les 3 petits skateparks qu'il y avait autour de Bordeaux, vous voyez, à 1 heure de Bordeaux. Il était Et bien avec tous les défauts qui vont avec. Alors que là, on arrive, moi je repère tout de suite le half-pipe en béton. Et moi qui n'ai jamais été à Béton Hurlant, j'ai l'impression d'être à Béton Hurlant. C'est ça. Mmh. Après, c'est certainement différent, mais Oui, je veux pas me dire de bêtises, mais je crois que Rémi Baquès, j'en ai Ouais. parlé avec Rémi Baquès, il m'avait dit qu'il s'était inspiré de Béton Hurlant dans le design. absolument. J'avais Mais été toi, avec tu as lui fait du d'ailleurs. skate avec Rémi Baquès à Barcelone ou il n'était pas encore arrivé? Non, on s'est pas vu à Barcelone. Barcelone, ouais. On s'est vu au Trocadéro. On s'est vu à l'époque de Snurf chez les frères Almuzara. Ouais. Et ensuite, on s'est vu quand il s'occupait
la cabane de surf à Seignos pendant l'été. Et donc, c'est Voilà. toi qui as fait le graphisme de l'affiche du premier Paris, c'est ça, me semble. Ouais, absolument. Ah, alors attends, j'ai la En photo. fait, c'est-à-dire que c'est eux qui me l'ont proposé, si vous voulez. C'est Oui, oui, Surf, bien sûr, bien Surf sûr. qui me l'ont proposé et j'ai dit OK, pas de problème, je vais le faire. Attends. J'ai trouvé la photo là. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il y a eu, il y a eu les t-shirts qui étaient aussi bien avec. Bah, justement, j'en porte un, tu vois. Ah bah oui, Vous voyez? carrément. Ah, Ouais. c'est ça, non? Ah, c'est ça, Oui, c'est là, ça, ouais. exactement. C'est super, c'est super dessin, génial. Alors, je peux Donc vous ça, dire, c'est toi qui l'as fait. oui, je peux vous dire Ah, que, je super. peux même vous dire, parce que c'est assez intéressant, comment ça s'est construit. Au départ, vous voyez, il y a une perspective du palais de Chaillot derrière. Ouais, Bon, Oui, oui. en fait, c'est une photo. C'est une photo que j'avais prise simplement du palais de Chaillot. Et si vous voulez, au moment où j'avais besoin de travailler sur le projet, ben, j'avais besoin de visuels parce que j'étais pas sur place à Paris, j'étais pas au Trocas, j'étais encore à Bordeaux. Et donc, heureusement que j'avais cette série de photos. Et Ah, c'est pas mal, ça. dans ces photos, si vous voulez, il y avait donc le haut, photographié d'en bas, ça créait déjà cette perspective du ouais. palais de Chaillot. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste repris les lignes de la perspective et après j'ai continué le lien en perspective. Donc ça me donnait ça me donnait une dynamique, si vous voulez. Ça me donnait une dynamique ça, vous voyez bien, ça donne une espèce de triangle, vous voyez. Et donc Bien sûr, bien après sûr. c'était très facile. Après c'était très facile d'insérer un bout de Tour Eiffel Ouais. et après c'est très facile de mettre un rond avec deux barres sur le côté. Ça fait bon entre guillemets une Le rampe. Mais skater, c'est qui là? T'as copié sur quelqu'un une photo ou alors ça au départ oui c'est une photo certainement qui était dans je me rappelle plus si c'était dans Transworld. Je pense que c'était dans Transworld ou Thrasher. Et je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le gars qui avait inventé le boneless. D'accord. Je Ok. les retourne, les garçons. Oui. Il reste environ 20 minutes. J'aurais bien aimé que tu nous parles un petit peu de ton aventure à Cholet avec Platoon, Ouais, ce qui ouais, t'a ouais. mené en fait chez Ethnies finalement au bout du bout, Oui, quoi. oui. D'ailleurs, Xavier, il y a une photo de moi et Platoon, Alors attends. noir et blanc, et Ah qui est oui, alors prise à attends. La Roche-sur-Yon. En fait, pour faire simple, si vous voulez, voilà Celle-là? celle-là. Ouais. Ah En fait, pour ouais, faire simple, j'ai vécu pendant une bonne année à Paris et je travaillais, enfin j'étais indépendant, mais bon, je travaillais sur du spectacle. C'était un peu bizarre, un peu tordu. Enfin bon, bref. J'étais là simplement pour profiter un peu aussi de Paris parce que je connaissais pas trop la ville. Et je faisais du skate à la rampe de Choisy. mhm. Je Ça faisais en ça avec. béton? La rampe en béton? Non, 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 la non, c'est rampe une rampe en en bois. bois. C'est une Parce rampe que en moi, j'ai bois. été, quand le skate s'est arrêté, il y avait une rampe en béton dans une petite forêt. Vous l'avez pas connue, cette rampe-là? C'était à Si, Saint-Maur, si, ça, si. ou je Non, sais non, plus c'était à où. Choisy, c'était à 15 minutes de Vitry, là où Ouais, j'habitais. d'accord. Et je me souviens, j'étais tout seul, j'y allais tous les samedis, et il pleut comme il a pleuvé hier, quoi. Et c'était rempli de boue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Oui, je Xavier, passais j'ai vu ça, je une l'ai vu, je l'ai heure vu. Ouais, à je vois aussi. nettoyer, et après je faisais une demi-heure de skate, et au bout d'une heure de nettoyage, j'en pouvais plus, quoi, tu vois. Et surtout, il y a de la poussière, et je faisais du skate dans la poussière, c'était un truc pas possible, quoi, tu vois. Et donc là, tu as Donc, rencontré toute l'équipe avec Fishman, j'imagine. c'est ça, c'est ça. C'est Fishman organisait des barbecues chez lui le samedi en fin d'après-midi. Et tous les skateurs qui étaient à Paris, mais pas forcément parisiens, hein, des skateurs de passage, Mhm. il y avait même des fois Klaus Grabke, il y avait Nicky Guerrero, il y avait Keith Stephenson. Enfin, vous voyez, il y avait du monde qui n'était pas forcément français qui venait. Il y avait, bref, le point commun, c'était le skateboard. Et on se retrouvait donc pour le barbecue chez Fishman. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai retrouvé Pierre-André. Il y avait Pierre-André Sénézard qui était là. Il y avait même Jean-Marc Vessette. Enfin bref, il y avait quand même tout le parisien, tout le parisianisme du C'est skate ça, c'est à ça. l'époque.
Et donc, dans le lot, il y avait un jeune gamin, enfin jeune, ouais, il était quand même très jeune, il avait beaucoup d'énergie, et c'était donc Alain Montigné, qu'on a appelé Platoon parce qu'il skatait avec des pantalons d'armée, vous voyez, camouflage, vous voyez, les treillis, là. D'accord, tout le surnom, ouais. Voilà. Et c'est d'où vient ça, le Platoon, ça vient de ça. Et comment il t'a traîné à Cholet, en fait? Alors, ce qui s'est passé, c'est que si tu veux, ils ont dû le renseigner sur moi, parce qu'au bout d'une heure ou deux, il est venu me voir très gentiment. Il m'a dit, écoute, alors je viens d'entendre parler de toi, donc tu es skateur et en même temps tu es dessinateur. Et je lui dis oui, oui. Et il m'explique son projet. Il me dit, écoute, moi je vis à Cholet, mon père vend des poceries aux frères Roturo qui font des chaussures à la mode, quoi, des chaussures comme freelance, no Oui, name, oui, oui, enfin oui, oui. des chaussures de haut de gamme, on va dire. Je suis devenu ami avec un des deux patrons, Yvon Roturo. Et un jour, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit pourquoi tu pourrais pas lancer une première marque de chaussures de skate française. Et là, il a réfléchi, Yvon, et il lui a dit, au bout d'un moment, il a dit t'as peut-être pas tort. Et du coup, en fait, il est venu à Paris justement pour chercher entre guillemets des skateurs, quoi, pour chercher des gens qui pourraient l'aider, parce que lui, si vous voulez, il est pas dessinateur, il est juste concepteur de l'idée, mais il n'a pas vraiment de capacité en dessin. Et Un si vous chef voulez, voilà. d'entreprise avec des idées. Et il m'a proposé, écoute, si tu veux, moi la semaine prochaine, milieu de semaine, si tu es libre, moi je te trouve un rendez-vous avec Yvon. Et j'y ai été mercredi, j'ai fait Paris-Cholet en voiture, et j'ai eu un rendez-vous, et à la fin du rendez-vous, je suis parti. Ben, c'est bon, j'avais signé le contrat. Je commence, excellent, ouais, je commence une semaine plus tard. Voilà. Et donc là, c'est la naissance de Ethnics, c'est ça? Voilà, c'est ça, ça s'appelait encore Ethnix. Et quand j'ai commencé une semaine après, j'ai commencé pendant une semaine, heureusement, bon, j'avais pas encore fait des dessins définitifs, mais c'est vrai que j'avais quand même marqué partout Ethnix. Et au bout d'une semaine, Yvon vient me voir, il me dit, écoute, c'est super, sauf que on vient d'avoir un souci de nom de marque avec une marque qui fait aussi des chaussures qui s'appelle Etonic. Et à cause de ça, on doit changer de nom de marque. Et donc, il a dit, le mieux, c'est qu'on appelle ça Ethnis. Voilà. T'as la photo, Xavier, du logo là qu'il a fait, Oui, notre alors ami. attends. Tu dois la voir là, effectivement. Et comme tu Et disais, dans les tons rouge, noir, gris, voilà oui, quoi. voilà, c'est ça. Et là, en fait, avec cette histoire-là, bah, ça nous mène à Natas. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, rapidement? complètement, complètement. Attends, j'attends qu'il trouve le logo. Ah ouais. Voilà, celui-là. Alors, juste quand même l'anecdote que je vous dise. Donc, ce logo, je l'ai retravaillé parce que il y avait un problème de lettrage. C'est-à-dire que les lettres à la base étaient beaucoup trop fines. Et si vous voulez, j'avais déjà dans l'idée de faire de la sérigraphie, mais aussi de faire de la broderie. Et je savais qu'en broderie, les lettres trop fines, ça ne passerait pas. Et donc, ça paraît, elles sont encore très fines, mais si vous voulez, c'était encore plus fin. Parce que là, j'ai doublé en fait l'épaisseur. Au départ, il y avait que le noir. Et moi, en fait, j'ai doublé avec du blanc. Et ce qui fait que c'était plus épais. Et ça a été plus simple. Mais ce logo, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est un ami de Yvon Roturo qui se fait appeler Kiki Picasso, qui était c'était un artiste peintre dessinateur punk qui avait créé en 76 avec le mouvement punk de musique, il avait créé le mouvement graphiste de musique qui se faisait appeler Bazooka. Ça, vous pouvez le voir sur Google. Vous faites Bazooka, vous allez trouver le site, enfin le site. Vous allez trouver le mouvement qui correspond à ça. Et c'est quand même important parce que encore une fois, vous vous apercevez que le skateboard est lié avec la musique, est lié aussi avec le punk. Vous voyez ce que je veux dire? La subculture, bien sûr, et puis l'époque comme Discoy, Thrasher, du street, voilà. quoi. Voilà, exactement. Alors là tu étais encore en France à Cholet. Et ensuite, raconte-nous comment tu es arrivé aux États-Unis. Comment tu as été invité? Qu'est-ce qui s'est passé? On devait parler de Natas, non, d'abord? Oui, ouais, Natas, vas-y, Natas, ouais. bien sûr. Ouais. Alors, Natas, la chose, elle est très simple. Yvon Roturo,
tous les 6 mois ou tous les 3 mois, il va faire un tour pendant 4-5 jours en Asie pour vérifier les productions de chaussures. Et pour ça, il est obligé de s'arrêter à Los Angeles. Et là, la veille qu'ils partent, il me dit, écoute, je pars pendant 3-4 jours. Il me dit juste au revoir et il me dit, est-ce que tu connais Natas Kopas? Je lui dis, bah oui, bien sûr que je le connais. C'est un des meilleurs skateurs d'aujourd'hui. Avec Marc Gonzalez, ils ont inventé le street, quoi. Voilà. Et ok, et on en reste là. Voilà. Et il part. Et il revient une semaine après avec une photo de lui et Natas. Il est tout content. Et il me dit, dans un mois, on sort une chaussure Natas Kopas modèle. Incroyable. Oh là 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 là. Oh là là, mais c'est quoi ce truc? C'est quoi? Et en fait, il m'explique. Il Mais m'explique. c'est Il me dit, incroyable. mais oui, alors si vous voulez, quand il a ses petites habitudes, quand il arrive à Los Angeles, il va toujours à l'hôtel qui s'appelle le Shangri-La, qui est sur Ocean Boulevard, à Santa Monica, entre Santa Monica et Los Angeles. Et donc, je vous raconte ça parce que à 50 mètres, tu tournes à gauche et tu es sur Santa Monica Boulevard. Et sur Santa Monica Boulevard, à 100 mètres, tu as un magasin, un fameux magasin de skate qui existe encore, Rip qui City. s'appelle Rip City. Ouais. Et ce qu'il fait, Yvon, c'est le matin, il se lève, parce qu'il a quelques heures à passer avant de. Enfin, non, il repart le lendemain, je crois, en Asie. Donc voilà, il a une journée à passer ici. Et il a vraiment en tête de trouver Natas. Alors que le gars, il connaît même pas le skate, il connaît personne. Enfin, vous voyez, quoi. Bon. Alors il va dehors et il voit un espèce d'endroit, enfin un espèce de comment dire, comme une station-service où ils vendent des journaux, si vous voulez, et il tombe sur Trasher Magazine. Et le dernier, il l'a pas, il le prend et en couverture, c'est encore Natas Kopas. Donc il prend le truc, il donne l'argent au caissier et il lui dit est-ce que vous connaissez ce gars, Natas? Et le gars lui dit non, je le connais pas, mais je peux te dire que tu devrais aller à 100 mètres, il y a le magasin de skate et ils vont peut-être pouvoir te renseigner. Donc c'est ce qu'il a fait. Il est parti avec son trasher sous le bras et il est parti au magasin Rip City. Il arrive au magasin et le caissier, c'est le seul employé qu'il y avait dans le magasin, c'était un certain Mickey Reyes. Ouais. Et Mickey Reyes, qui a été sponsorisé aussi, mais c'était pas un pro, c'était ce qu'on appelle un flow rider. C'est un gars qui récupérait du matos gratos. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais qui n'était pas spécialement payé pour ça. Mais il a roulé pour Dogtown, Z-Flex. Vous voyez, on est à Santa Monica, on est toujours pas loin des Z-Boys, etc. Ouais, c'est juste à côté. C'est juste à côté. Oui, c'est juste à côté. Et donc, Yvon, il arrive et il lui dit la même chose. Il dit, est-ce que tu connais Natas? Et Mickey, il le regarde, il fait un grand sourire et il lui dit, bah oui, je le connais, c'est mon colocataire. Sans déconner. Oh, les connexions, ouais. C'est excellent. Vous voyez un peu le Ce qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, il y avait Street on Fire. C'était vraiment une vidéo qui explosait. Ah oui. Quoi. C'était probablement Ah oui. la meilleure vidéo de l'époque. Quoi. Mais Et Natas, je c'était te vraiment dis, le champion, le meilleur quoi, en street. et je pense qu'on est vraiment dans la même période. C'est-à-dire que Street on Fire a dû sortir 1 ou 2 mois avant ce que je suis en train de vous raconter. Incroyable. Vous voyez? Donc, ce qu'il a fait, c'est que voilà, il lui a donné son numéro de téléphone, il a appelé Natas, il lui a dit OK, est-ce qu'on peut se voir? Ils se sont vus dans l'après-midi et voilà, ils se sont mis d'accord. Il lui a dit tout de suite, écoute, tu connais Michael Jordan? Pourquoi? C'est le seul sportif au monde qui a une chaussure à son nom. Parce que c'était ça à l'époque. Ben oui, ben oui. Ouais. Vous voyez? Et il lui a dit, est-ce que tu veux avoir une chaussure à ton nom? Natas, il a dit, bah oui, bien sûr. Et il dit, ok, est-ce que tu as des idées de design? Et Natas, il est aussi artiste, hein, il s'est dessiné et il a fait déjà des petits croquis qu'il a proposés à Yvon et Yvon est reparti avec. Et Natas est arrivé 15 jours après à Cholet. Voilà. Oh Qui là est-ce là qui a là fait la là. panthère sur les planches de Natas? La panthère noire? Ça, c'est comment il s'appelle, notre ami, le dessinateur de Dogtown. Putain,
Attends, je vais le. Il est hyper Non, c'est connu. pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est Non, pas non, mais grave. si, vous le connaissez. Vous le connaissez. Oui, Bon, ce qu'il faut dire, c'est que Natas, il C'est reste 10 celui qui, minutes. c'est celui qui se fait, celui qui se fait appeler Bulldog. ah, Bulldog, ah, Ah ouais, bah ouais, oui, oui, C'est oui, évidemment, Wes, ouais, Bulldog, Wes, ouais, Wes, ouais. Wes Thompson. Voilà, Wes Ah, Thompson. West Thompson, d'accord. ah ouais, Ah ouais, 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 ouais. Il effectivement, ouais. continue encore à faire des sketchs. Si, hein. Et donc, c'est un copain de Natas. Et enfin, Natas le connaît bien. Et quand il y a eu le projet de sortir la planche chez Santa Monica Airlines, forcément, Santa Monica Airlines, c'est Skip Anglum, qui est copain avec Jeff O, avec tous les Z-Boys, et donc avec Wes Thompson, parce que Wes Thompson faisait partie des Doctoners. Donc, c'est un petit monde, si vous voulez, c'est leur petit monde entre oui, oui, Venice oui. et Santa Monica. Et c'est pour ça qu'il a créé la Panthère, oui, c'est ça. Et Ouais, après, la panthère noire. et après, il a créé aussi la boîte de chaussures des Natas, qui a été retravaillée, je dois quand même le dire, qui a été retravaillée par mon ami Franck Boistel, qui Ouais. m'a remplacé en fait à Ethnis France, parce que moi j'ai fait à peu près 2 ans. J'ai fait 2 ans maximum chez Ethnis France, parce que j'étais indépendant. Donc, si vous voulez, je venais pour une nouvelle collection, mais je restais jamais plus d'un mois, quoi. Je revenais de temps en temps pour checker les collections, que les échantillons soient bien et tout. Mais en gros, sur une saison, 6 mois, je passais maximum 1 mois et demi, si vous voulez, à Cholet. Parce qu'après, j'allais soit à Paris, soit à Bordeaux ou ailleurs pour travailler pour d'autres gens. Vous voyez. Donc, Alors, comme dit Thierry, l'heure tourne. Ouais, Raconte-nous, et parce que ça, c'est super important. malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde parce Ouais. qu'effectivement, Gilles a énormément de connaissances de tout ce monde-là, toute cette stratosphère. S'il commence à rentrer dans le détail sur Alan Peterson, sur Kiki et compagnie, on est encore là demain matin parce que Oui. il est d'une ah non, richesse mais incroyable. je vois d'ailleurs, je vois le message de Jean-Pierre Collinet. Oui, Ouais, C'est ouais, très ouais. vrai. oui. C'est très vrai. Ce qui s'est passé, c'est que en même temps qu'il a sponsorisé Natas, il a en même temps sponsorisé des Anglais qui étaient du team Pig City. Ah ouais, Pixie. Et D'accord. Ah oui, bah oui, oui. il y avait notamment Alan Peterson et il y en avait 2 ou 3 autres. Voilà. Et ils sont venus, eux aussi, ils sont venus à La Roche-sur-Yon, ils sont venus à Cholet quand on a commencé à construire Faire des les rampes. Atlantic Skate Weekend. Oui, le camouflage skate club. Camouflage, voilà, c'est ça, c'est Voilà. ça. En l'honneur de Platoon. De Parce que plateau, Alors, complètement. malheureusement, raconte-nous Platoon raconte-nous Skate Study House, parce qu'il nous reste 5 minutes. Top. Alors très vite, non mais très vite, ça va être très 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 rapide. Si vous voulez, j'ai bossé pendant 5 6 ans tous les jours pour la société de Pierre-André Sénizel, Soul Technologies. Et au bout de 4 5 ans, il commençait à y avoir des problèmes financiers, mais pas de notre boîte, des problèmes financiers généraux dans les États-Unis. Si vous voulez, c'est une petite crise économique. Oui, Et à partir de là, si vous voulez, les premiers départements qui sont touchés, c'est les départements que moi je faisais, c'était les départements marketing, où si vous voulez, on vous coupait le budget par 2 ou par 4 par rapport à la saison d'avant. Alors voilà, je reçois les nouveaux budgets, je suis là, mais putain, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe alors que j'avais tout fait bien, je comprenais pas ce qui se passe. Et j'ai demandé un rendez-vous avec Pierre, et puis voilà, on a parlé, et je lui ai dit, écoute, je comprends pas, moi, je suis là, tu m'as fait venir avec femme et enfant, je veux dire, moi je suis là pour faire carrière quand même ici, et là, tu me coupes le budget, je comprends pas. Alors il me dit, ok, je vais réfléchir. Et 2 jours après, il me redonne un rendez-vous. Et il m'explique que il a pas mal. C'est le moment où il a pas mal de pognon. On est en 2004, 2005, et il me dit que ses banquiers lui ont dit qu'il fallait qu'il commence à acheter des propriétés, simplement pour investir de l'argent. Ouais, c'est ça, des Et déplacements, ouais. voilà. Et donc il a commencé à acheter
2-3 maisons à Newport, une maison à Malibu. Il a fini par acheter un appartement à New York. Donc, il fallait des gens qui s'en occupent, si vous voulez. Donc, il m'a dit, écoute, si tu veux, moi j'ai pris déjà un gars qui va qui est un ancien agent immobilier et qui va travailler pour moi et qui va dealer avec les contrats de vente, d'achat et dealer éventuellement avec les architectes s'il y a des choses à faire. Et moi, j'ai besoin de toi pour faire ma déco intérieure. J'ai besoin que tu achètes des pièces d'art, que tu achètes des meubles, etc. Si vous voulez, il m'a fait confiance au niveau de mon goût, quoi, il voyait bien que j'avais quand même une certaine culture, si vous voulez, dans l'ameublement et dans les couleurs et dans tout ça, quoi. Donc, voilà, banco, quoi. Il m'a dit, ok, écoute, j'ai personne d'autre, je te propose ça. Et donc, j'ai dit oui, oui, parce que je suis très content de ne plus être derrière un ordinateur pendant 8 heures. Tu vois. D'accord, d'accord. Et alors, cette histoire de maison skateable, là, parce que je me Alors souviens justement, de la gaieté lyrique, là. Alors justement, la première chose, c'est que on a commencé à aménager des différents lieux qu'il a achetés, différents bâtiments. Et à un moment, il me dit, je suis embêté parce que c'est très joli, mais il n'y a rien qui rappelle le skateboard. Alors je réfléchis et je lui dis, et pourquoi on ne ferait pas des meubles avec des skates? Et il me dit, ouais, pourquoi pas. Mais lui, si vous voulez, il aime bien l'idée, mais il ne voit pas réellement. Alors que moi, si je l'ai dit, c'est que j'avais déjà en tête 2-3 formes de meubles avec des skateboards. Et donc, je suis rentré chez moi et dans la semaine, j'ai sorti 10 meubles, donc une collection entière. J'ai sorti sur le dessin, bien sûr, en dessin. J'ai sorti en dessin 10 meubles qui vont devenir la collection Skate Study House. Voilà. Donc, on a commencé par ça, par les meubles. Et au bout de 2-3 ans, on a quand même pas mal de succès. On fait notamment des expos. On a fait 2 expos chez Colette à Paris. On a quand même vendu à Karl Lagerfeld, quand même. Ah ouais, bien. Ah ouais, ça je peux te dire que le jour où Morgan Mouvant me rappelle en me disant tu sais pas à qui on a vendu. Je lui dis non, je sais pas. Il me dit à Karl Lagerfeld. Génial. Incroyable. Donc après, la suite, si vous voulez, c'est que en mois de novembre 2010, il y a Morgan et Pedro Winter qui viennent nous voir à Soltec en Californie, à Lake Forest, qui est donc un grand rendez-vous avec Pierre-André, les responsables de marque, d'Etnies, et il y a entre guillemets les artistes, c'est-à-dire moi, Yogi et Mike Manzuri. Yogi, c'est plus sur la reconnaissance de logo des marques, et Mike Manzuri, il était responsable de vidéo department. Et moi, j'étais quelqu'un qui faisait un peu la pluie et le beau temps pour Pierre-André, et puis c'est tout. Enfin, je peux pas dire. Moi, je m'occupais du visual marketing. Donc, ouais, d'accord. Je m'occupais de la reconnaissance des marques. C'est-à-dire que j'adaptais la charte graphique de chaque marque que je transformais en PLV pour les magasins ou que je transformais en stand pour les salons ou en corner dans des magasins ou voire en showroom qu'on ouvrirait, qu'on a ouvert à. Et t'es resté combien d'années aux États-Unis là pour l'histoire? Pardon? T'es resté combien de temps aux États-Unis finalement? 23 ans. Ah ouais, donc tu parles parfaitement américain, quoi. Oui, c'est ça. Et pourquoi tu es revenu rapidement? Et alors, non, pour finir, donc Skate Study House, ça a été les meubles. Et en fait, donc oui, comme je vous dis, Pedro Winter et Morgan arrivent et ils nous disent, voilà, par l'intermédiaire d'un autre copain, on a un projet pour la Gaieté Lyrique qui va se passer l'été prochain, donc en été 2011. Et l'idée, c'est de rouvrir la Gaieté Lyrique parce que ça a été fermé pendant des années, c'était à l'abandon pendant des années. Et là, ils ont reconfiguré l'espace, ils ont tout refait à neuf et ce sera terminé au mois de juin
2011. Donc, on doit, le propriétaire, le directeur a besoin donc de créer un premier événement pour ouvrir la Gaîté Lyrique. Et il s'est dit, l'idéal, ce serait peut-être le skateboard, parce que le skateboard, ça amène la jeunesse. En même temps, il y a déjà une culture derrière, il y a le côté justement alternatif, contre-culture, musicale derrière, parce que la Gaîté Lyrique, la musique, c'est très important pour eux. La musique et la vidéo, l'image, chez eux, c'est quelque chose de très important. Du coup, si vous voulez, l'idée du skateboard, ils ont pensé que c'était peut-être le meilleur thème pour ouvrir la Gaîté Lyrique. Voilà. Et donc, on a eu un rendez-vous de toute une après-midi où il a été décidé que moi, Mike Manzouri et Yogi, de notre côté, chacun arrivera avec, entre guillemets, une œuvre d'art, en tout cas quelque chose à exposer pendant l'événement qui va s'appeler donc domaine public, voilà, et qui sera donc sur le skateboard. Et c'est sur les 30 ans, en fait, je me rappelle très bien, c'est sur les 30 ans du skateboard, mais pas les 30 ans qui viennent de passer, les 30 ans à venir. C'est pour ça que c'est pour ça que c'était intéressant. Oui, d'accord. Ouais. Et oui, parce que Pierre m'a dit, écoute, regarde, moi, on ne parle pas des 30 ans, c'est bon. Non, on va essayer de parler du futur du skateboard, de ce qui pourrait se passer demain. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de maison skatable. Parce que je me dis, voilà, j'ai commencé à créer un meuble hybride entre le skateboard et un vrai meuble. Et je me dis, bah, je vais faire la même chose avec une maison. C'est-à-dire que je vais prendre une maison d'habitation et je vais la transformer quelque part. Je vais rajouter des transitions partout. Et comme ça, et ben, on va pas créer une nouvelle architecture, mais on va créer un nouveau concept de vie. Et de skate. Voilà. Donc voilà, tout a démarré là. Et l'idée finale, c'était qu'on devait construire la pièce originale, on devait la construire sur un terrain qu'avait acheté Pierre André à Malibu. Et malheureusement, pour des raisons financières et des raisons techniques et financières, il a abandonné, mais on a travaillé quand même. Mais on a quand même travaillé plus de 5-6 ans sur ce projet. Il nous en avait parlé, cette histoire. Quand Thierry était venu aux États-Unis, Thierry avait fait l'interview de Pierre-André. Il nous avait raconté qu'il avait effectivement ce projet-là et qu'il voulait faire une maison où, quand tu te lèves, tu as une rampe qui. Et donc, il allait dans la rampe et il descendait dans la cuisine. Et une fois qu'il était dans la cuisine, il y avait une autre rampe qui allait dans un autre endroit. C'est génial comme concept. Ah ouais. Moi, j'ai totalement compris le concept et j'ai eu aucun problème à imaginer ce qu'on pouvait créer, quoi. Enfin, quelque chose qui pouvait être imaginable pour plein de gens, mais en tant que skater, moi, je comprenais très bien l'idée, quoi. Et voilà. Donc, malheureusement, ça s'est arrêté à ce prototype qu'on a fait donc à la Gaîté Lyrique, mais enfin, ça m'a quand même valu une couverture de Thrasher Magazine. Oui, j'ai montré. Incroyable parce que vous avez vendu en même temps à Pierre Lagerfeld et à Thrasher. Ça n'a rien à voir, tu vois. Si on m'avait dit un jour que j'aurais une création qui serait dans Thrasher Magazine, j'aurais jamais cru. Ah, c'est excellent, t'imagines, toi. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? J'ai envie de dire que, honnêtement, cette couverture, pour moi, c'est un peu le pinnacle, quoi, le top de ce que j'ai pu réaliser à travers ma folie du skateboard et du graphisme. Voilà. Génial, super. Et je dirais un dernier mot parce que c'est quand même important, parce qu'on entend aussi un peu parler de ça. Et il y a quand même donc cette entre guillemets cette acclimatation des skateurs en ville, donc dans un univers urbain. C'est comme ça qu'est né bien sûr le street. Et il y a des gens aujourd'hui qui défendent entre guillemets la skate urbanisation. Et je suis entièrement d'accord avec vous parce que moi, voilà, je me suis arrêté à des meubles et à une maison, mais moi, je peux tout à fait imaginer une ville. Vous voyez ce que je veux dire? On peut très bien imaginer une ville. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, vous prenez un exemple très simple.
vous prenez une piste cyclable en ville. Et à chaque fois, tous les 2 kilomètres, vous avez un abribus. Et ben, vous mettez des transitions sur l'abribus au lieu de mettre des murs verticaux et sur la piste cyclable. Comme ça, vous créez une piste de skate. C'est ça. Ouais. C'est juste un exemple. C'est un exemple. Oui. Tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est les pump tracks, où là, tu donnes un coup pour partir et après, tu peux faire des kilomètres entiers comme ça. Quoi. Et complètement d'accord. Et donc là, tu vois, on est en train de dire partout qu'il y a un problème avec l'énergie et tout. Et là, c'est vraiment l'énergie, tu pousses, quoi, c'est tout, tu vois. Et moi, je vous dis honnêtement, moi j'y crois. Parce que si vous voulez, jusqu'à présent, les skateurs ont dû s'adapter à ce que des adultes non skateurs ont créé. Et ben moi, j'aimerais bien que l'image, on la renverse un jour. Qu'on demande aux skateurs de créer leur ville. Voilà. Mais dans bien des domaines, il faut que ce soit les skateurs qui fassent eux-mêmes les choses, qui prennent en charge. Mais évidemment, ça coule de source. Ben oui, mais ça coule de source parce que nous, on est skateurs. C'est pour ça. Oui. Mais bon, on a l'expertise. C'est pas quelqu'un d'extérieur qui va faire les choses comme il devrait être faites et qui correspond tout à fait aux attentes des pratiquants. Ça, c'est clair. Hein. Exactement. Merci beaucoup, Gilles. Merci en tout cas, ça m'a fait du bien de parler skate pendant carrément. Avec deux skateurs que j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est gentil, merci. Bon, on sait que tu avais beaucoup de choses à raconter. Malheureusement, on ne peut pas tout voir parce que ça aurait été génial. Mais tu nous gardes ça sous le coude, je te fais confiance. Je suis sûr que tu sortiras un jour ou l'autre quelque chose dans ce sens-là. Absolument. Parfait, Gilles. Merci à toi. Merci à bientôt. Bonne soirée. On se retrouve samedi prochain à 18h.